Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Le Paris Saint-Germain qui retrouve cette semaine la Ligue des Champions. Les Parisiens recevront demain mardi le Maccabi Haïfa. Un mot d'abord sur la victoire des Parisiens ce week-end à Ajaccio. Quels enseignements tirez-vous de cette victoire, messieurs? Un petit tour de table, José, Alexis et Mathieu, qui veut démarrer? Alors moi, mon principal enseignement, c'est pour le coup un coup de cœur, c'est Fabian Ruiz. Et alors c'est lié au changement de système certainement, au fait qu'il accumule enfin du temps de jeu. Mais très sincèrement, j'étais déçu de ses premières entrées, même si il n'avait pas beaucoup de temps de jeu et il y avait de vraies circonstances atténuantes. Mais là, vraiment, je me dis, bon, ils se sont pas trompés, quoi. Franchement, je commençais à avoir un doute, à me demander s'il n'était pas victime du syndrome Krikoviak, qui fait qu'à un moment, quand tu t'approches de la lumière, tu fonds. Et je suis pleinement rassuré. Voilà. Donc, alors, on va justement écouter ce qu'on a dit Christophe Galtier après le match. On n'est pas surpris, Fabien Ruiz, on le connaît nous depuis des saisons. Je me souviens l'avoir vu avec Luis Campos sur un PSG Naples en Champions League, et c'était un joueur qui nous avait tapé dans l'œil. Il est arrivé à court sur un plan athlétique, il a eu une préparation tronquée, il attendait son transfert, donc il a fallu du temps pour qu'il puisse se remplir physiquement. C'est un joueur qui a besoin d'être très bien physiquement. Après, il a une maîtrise technique, il a une lecture du jeu, il travaille pour les uns et pour les autres, mais quand il a le ballon, il a la passe juste. Il me semble que sur les matchs qu'il vient de faire, il a le bon tempo sur gérer les temps forts et gérer les temps faibles. Un dernier mot, José, est-ce qu'il peut devenir incontournable dans les semaines et les mois à venir ? Alors oui, tout à fait. Enfin, ça dépend évidemment si le système est reconduit, le système à 3 milieux, entre guillemets, dit défensif, va être prolongé. C'est la question en creux que je vous pose. Est-ce que le 4-3-3 va s'imposer ? Alors en fait, je m'attendais surtout à ce qu'il passe à 4 derrière plus tôt, qu'il fasse cet essai-là plus tôt, parce que ça fait, depuis la blessure de Kimpembe, on savait que ça ne tiendrait pas, qu'il y a un moment ou un autre où ça ne tiendrait pas. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'essaie pas déjà, même s'il va y avoir la Coupe du Monde entre deux, pourquoi il ne prépare pas déjà le 8e de finale, si j'ose dire, en tout cas le printemps, et d'essayer une alternative. En fait, ce que je regrettais, et moi j'étais plutôt pour d'essayer le système en 3-4-3, 3-4-2-1 comme on veut, 3-4-1-2, mais un système à 3 avec les pistons, puisqu'ils ont le profil pour, un effectif bâti pour, mais je regrettais qu'ils ne profitent pas, entre guillemets, des blessures, justement des indisponibilités ou des cartons de Ramos, des suspensions, pour justement essayer autre chose. Et il a attendu vraiment le tout dernier moment pour passer à un système à 4 et voir si finalement ils ne sont pas plus confort dans ce système-là. C'était pour éviter d'avoir à sortir Sergio Ramos, qui est en difficulté souvent ? À l'époque, oui, voilà, tout à fait. Mais alors c'est très bien, encore une fois, de lui avoir donné du temps de jeu, d'avoir donné, voir sur la longueur ce que ça donnait. Et puis je sais que lui était demandeur, donc il voulait peut-être aussi, comme il s'appuie beaucoup sur lui, hein, c'est un vrai leader de vestiaire, très différent de Marquinhos, mais il a vraiment un poids très très important et dont on parle pas beaucoup, Ramos, dans le vestiaire du PSG. Mais justement, pour la suite, ça dépendra un petit peu j'imagine, des performances, et quelque part, un petit peu comme on a beaucoup parlé de Neymar au départ, sortir, etc. Ouais. Neymar a su se rendre indispensable. Et peut-être que ce système-là peut se rendre indispensable. C'est les résultats qui pour moi, dicteront la suite. Mathieu, l'avenir du PSG, c'est le 4-3-3 ? C'est Fabian Ruiz. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur... Enfin, on n'attendait pas à ce qu'un joueur de... Je ne veux pas dire de ce calibre-là, parce que quand on vient au PSG, en ce moment, c'est qu'on a un grand joueur. Mais tout dépendait beaucoup, tous les débats tournaient autour de l'attaque en permanence. Et là, c'est bien de voir que derrière Verratti et Vitinha, il y a un autre mec solide. Et je pense que... Enfin, vu ces derniers matchs, je vois pas comment on peut aligner une équipe sans lui, quoi. Alors, ce qui m'a un peu étonné, et je vais demander votre avis, Galtier a expliqué que ce changement de système était là aussi une nouvelle fois pour mettre dans les meilleures dispositions ses attaquants. Alors qu'a priori, on pense que c'est plutôt pour aussi, notamment, protéger un peu mieux sa défense, réévaluer un peu la position aussi de Marquinhos. Mais il recentre à nouveau le débat sur Mbappé, sur Messi. Est-ce que c'est aussi de la communication politique ou il est sincère dans son... C'est une bonne question. Moi, c'est ce que je pensais dans un premier temps. Mais en fait,
Je pense qu'il n'est pas sourd non plus, notamment de tous les problèmes de déséquilibre récurrents liés au fait que les trois, Neymar est plus actif c'est sûr, mais dans le repli, dans le travail défensif, mais en fait, il s'aperçoit que ça peut certainement pas tenir au plus haut niveau, quoi. On l'a vu dès que Monaco, quelques équipes les ont un peu titillés, ça craquelait, quoi, donc, ou même Benfica. Donc il s'est dit, il faut que je les mette, je trouve une formule qui arrive à la fois leur permettre de pas courir, ou en tout cas de dispenser d'une partie du travail défensif, et d'autre part garder leur force, c'est-à-dire cette densité axiale qui est un peu nouvelle et peut-être... c'est un peu contre-intuitif, mais en fait on se dit en les mettant dans la même zone, on va perdre justement de leur pouvoir de nuisance, alors qu'en fait c'est là où ils sont jamais aussi bons et aussi dangereux, parce qu'ils sont dans la zone clé, et puis surtout ils peuvent combiner, ils peuvent éventuellement prendre la profondeur, enfin c'est des profils différents avec Mbappé qui est un joueur de rupture, et donc du coup d'avoir à la fois l'équilibre avec ce système à 3 au milieu, qui peut aussi prendre la largeur, qu'occuper les pistons, et garder les trois devant, en fait c'est un peu tout bénef, quoi. Après, est-ce que ça peut tenir ? Moi j'ai pas la réponse, je vois pas dans le mar de café, mais je sais pas si face à une équipe comme Manchester City ça peut tenir, et surtout s'ils peuvent tenir la balle, mais à partir du moment où on a que des joueurs qui ont une vraie plus-value technique, notamment au milieu avec Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz, moi je pense que, en tout cas j'ai envie de voir, quoi. Je suis très curieux. Alexis ? Oui, alors avant de parler des différents systèmes, déjà ce que je trouve très intéressant dans la méthode Galtier, c'est le changement de mentalité sur l'approche de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'avant, avec les entraîneurs étrangers, et c'est un sujet qui est plus global d'ailleurs, donc Tourelle, et même Pochettino et Emery, perdre un match de Ligue 1, bon, on était largement en tête, donc c'était pas forcément grave. Là aujourd'hui, le PSG il est invaincu, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire des matchs, mais personne ne relève qu'ils sont invaincus, ce qui est quand même pas courant à fin octobre. Donc le changement de mentalité, c'est le principal. Ensuite, au niveau des systèmes de jeu, pareil, à l'époque de Pochettino, on mettait en avant le fait que justement, il faisait trop d'essais et qu'il gardait pas la même équipe. Je trouve que par rapport au 3-5-2, le fait que Galtier l'ait tenu très longtemps, c'est aussi intéressant parce qu'il a fixé un cadre et qui permettra à l'équipe, si un jour ils ont besoin... Donc, José mettait en avant le fait que peut-être ça n'atteindrait pas face à City ou autre. C'est possible, mais en tout cas, ils ont ce cadre dans lequel, si un jour les événements d'un match font qu'ils doivent changer de système, ils seront là. Il met donc le 4-3-3. ça serait pas le système préférentiel, autrement dit. Donc il faut quand même bosser le système oui, numéro 1. Il l'a mis en place. Là, manque de joueurs, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il manque un défenseur central par rapport à CD 3-5-2. Il fait rentrer le 4-3-3 avec Ruiz, que j'avais vu aussi dans le PSG Naples à l'époque, que j'avais trouvé monstrueux, et qui effectivement trouve sa place dans ce système-là, tente des frappes, parce que le problème du PSG avec Verratti et Vitinha, c'est que ça ne frappe pas. Et de manière générale, dans le milieu du PSG, ça ne frappe pas depuis très longtemps. Et là, on a un joueur qui récupère des ballons, qui est grand et qui frappe. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Tu parlais de Ramos tout à l'heure. Moi, je trouve très dur les commentaires sur Ramos de manière générale. Alors évidemment, je ne suis pas que nostalgique de joueur, j'ai toujours trouvé formidable, mais je trouve on parlait beaucoup l'année dernière surtout des comparatifs avec Thiago Silva. Mais je trouve que au-delà de l'aspect défensif, il y a des transversales fabuleuses, quoi. Dans la création du jeu, il a quand même une vision du jeu exceptionnelle, et puis c'est un mec qui n'hésite pas à monter, qui marque beaucoup normalement. Moi je me souviens beaucoup du match contre Saint-Etienne l'année dernière. Pour l'instant il n'a pas marqué, mais contre Saint-Etienne l'année dernière, donc son seul match avec le PSG, enfin son deuxième match avec le PSG, il était toujours à la surface à demander la balle en fin de match pour apporter le surnombre. Mathieu Péco, on a dit un mot tout à l'heure de Marquinhos. Dans l'équipe ce matin, Alain Roche expliquait que la position qui avait été allouée à Marquinhos en libéraux était difficile à lui à occuper. D'abord parce qu'il n'a pas été formé à ce poste-là, et par ailleurs parce qu'il était en permanence en train d'essayer de compenser les choix, les erreurs de ses partenaires. Est-ce que vous partagez, je ne sais pas si vous avez été défenseur dans votre carrière pré-journaliste ou... Non, j'étais un canonnier. Un canonnier, comme moi. De toute façon, je ne sais pas ce qu'Alain Roche a exactement dit. Je vous avoue que je n'ai pas lu une je vous ai résumé en gros qu'il était très heureux de le voir à nouveau dans un système à 4 derrière plutôt qu'en 3-5-2 avec une position qui était un peu difficile à vivre pour Marquinhos. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le temps passe et en fait, Marquinhos, il est toujours aussi précieux. C'est depuis, je sais pas, ça fait quoi, 6-7 ans qu'il est là peut-être ? Même plus, ouais. Plus, oui. 2013, ouais. 2013, donc 9 ans. Et c'est celui qui a le moins à se reprocher. Derrière, il y a eu parfois des errements du côté de Kimpembe, Thiago Silva. Contre le Real, Marquinhos, l'année dernière, il fait mal. Hein, oui, c'est vrai. On lui passera ça, mais il est quand même pas exempt. D'une manière générale, il n'a jamais été sur la sellette, quoi. On a toujours besoin d'un Marquinhos. C'est ça que je voulais dire. Et non, par contre, moi, je pense que même dans un 3-5-2, moi, Christophe Galtier, parce que j'ai des points communs avec Christophe Galtier, puisque je regarde des matchs de Naples. Voilà.
Pas forcément avec les mêmes personnes, Non, mais ça viendra. Non, Campos, il me répond pas. Ah. Et donc, ça me ferait pas peur, en fait. Si demain, on reste en 3-5-2 et qu'il faut... Mais est-ce qu'on peut rester en 4-3-3 avec Neymar, qui était suspendu ça vendredi, donc ça a arrangé un peu tout le monde peut-être, mais pour faire le test, mais en 4-3-3 avec Neymar, est-ce que ça peut marcher? Bah, ça le recentre. Moi, je trouve qu'à partir du moment où il est recentré, et où, en fait, entre guillemets, le système de 4-3, l'avantage qu'il a sur le PSG actuel, c'est qu'il permet à Mbappé d'avoir vraiment son espace centre gauche, on va dire. Alors que dans le 3-5-2, souvent, on voit qu'avec Neymar, ils vont peut-être se marcher dessus ou faire des appels, ils sont assez proches. Donc c'est bien pour les petits espaces à faire des passes, mais après, dans les espaces, dans les choix différents, ça bloque. Mais là, le troisième, c'était Soler qui apporte un repli défensif que n'apportera pas Neymar, même s'il n'est pas mauvais dans ce registre-là depuis le début de la saison. Moi, Soler, pour l'instant, j'avoue ne pas trop connaître le joueur. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Valence, donc forcément, j'attends de voir. Pour l'instant, il sort pas encore, mais je ne doute pas, vu son statut à Valence, que c'est un bon joueur. Mais bon, malgré tout, c'est pas Neymar. Et c'est sûr que Neymar, tout énervant qu'il peut être, avec le ballon, il y a quand même quelque chose qui crée et justement, en numéro 10 derrière, parce qu'il peut jouer numéro 10, ça lui permet à la fois de garder un peu de lumière comme il aime avoir, et ça offre aussi plus d'espace à Mbappé, ce qu'Mbappé attend. Donc c'est aussi là où le 4-3, par rapport à ce que disait Christophe Galtier, ce que tu mettais en avant, Steve, le 4-3 est peut-être une réponse pour que les trois devants soient bien ensemble. Alors je vous le disais, le Paris Saint-Germain recevra demain le Maccabi Haïfa, et on va rejoindre un supporter du Paris Saint-Germain maintenant en ligne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Est-ce que vous serez demain au Parc des Princes? Oui, je serai au Parc des Princes demain. Alors, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre à risque niveau 3 sur une échelle de 5. On a tous en tête les images terribles de cette nuit du 23 novembre 2006. Le PSG recevait un autre club israélien à l'époque, l'Hapoel Tel Aviv, en Coupe de l'UEFA. Rencontre qui s'était soldée par la mort du supporter parisien Julien Kemener, tué par le tir d'un policier qui protégeait alors un supporter juif français du Maccabi, de l'Hapoel, pourchassé par des supporters du PSG. Est-ce que la question de la sécurité, de la sécurisation autour du stade, et dans le stade même peut-être, vous a interrogé, vous a inquiété dans votre projet de rejoindre le Parc des Princes demain? Non, parce que alors en fait, moi j'avais été au parc, j'étais présent au parc. En 2006? Ouais, en 2006. D'accord. Et j'ai senti tout de suite qu'il allait se passer quelque chose dans ce match-là. Enfin, on était dans une époque où les résultats sportifs n'étaient pas terribles. Les supporters dans les tribunes n'étaient pas les mêmes que ceux que sont actuellement. Et donc le fait que le résultat a fait que le premier Haïfa a marqué très vite, l'Hapoel Tel Aviv a marqué très vite. Donc on sentait que dans l'ambiance il allait se passer quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose. Le PSG, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Enfin, selon tout le monde dans les résultats. Les tribunes ne sont pas forcément les mêmes. Donc la peur qui se traduit aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à ce souvenir traumatisant, mais je pense pas qu'on va avoir des débordements ou un match à haut risque. Surtout que tout a été fait pour assainir les tribunes par la direction QSI, pour se donner une bonne image. En plus, il faut se dire qu'on est proche de la Coupe du Monde. S'il y a des débordements autres, ça pourrait donner vraiment une mauvaise image aussi bien du PSG et du Qatar, parce que c'est eux qui ont la direction. Donc je pense pas. Vous êtes assez confiant pour demain soir? Oui, voilà. Bon, après, José, pardon Mickaël, j'interroge, je rebondis sur vos propos en interrogeant José Barroso de l'équipe. On s'inquiète visiblement malgré tout au sein de la direction parisienne de ce que pourrait préparer demain le collectif Ultra Paris, dont certains membres sont proches de mouvements pro-palestiniens. Est-ce qu'il y a une inquiétude qui est réelle et fondée sur la sécurisation de ce match demain? C'est surtout ça, en fait. Ça vient d'informations qui sont remontées au service de police au sens large, service de renseignement, faisant état d'éventuelles réflexions sur, alors je pense que c'est plutôt des histoires de manifestations, de tifos, de banderoles, ou de cet ordre-là, mais encore une fois, les abords du parc ont été tellement sécurisés. Là, j'ai vu qu'il y avait un millier à peu près de forces de police qui est mobilisée.
Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de débordement et effectivement, comme disait Mickaël, l'ambiance a plus rien à voir avec celle qu'elle était en 2006, avec vraiment une ambiance anxiogène. On venait au parc, parfois même la peur au ventre. On assistait à des scènes assez invraisemblables. Ça fait très très longtemps que j'ai plus vu ça. Donc là, c'est un match particulier, un adversaire particulier peut-être. Et donc d'où peut-être les inquiétudes. Il y aura d'ailleurs beaucoup moins de supporters israéliens, parce qu'il y aura 1500 au lieu des 2500. C'est ça. Peut-être en prévision, justement, ils se sont dit on va prendre le moins de risques possible. Comme vous le disiez, à même si on a vu que le maire de Haïfa avait demandé à son homologue, j'allais dire la maire de Paris Hidalgo, de permettre à 1000 supporters supplémentaires d'arriver, mais en fonction de la classification de ce match, c'est visiblement difficile à y répondre. Sur le plan sportif, maintenant, Mickaël, comment vous voyez le match de demain pour le PSG ? Je pense qu'il y aura moins de difficultés qu'au match aller. Le match aller, l'ambiance était un peu chaude au stade de Haïfa. Là, je pense que ça va être différent. Je pense qu'il va falloir que Paris arrive à gérer ce point noir qui est de dominer dès le début, dès les 15-20 premières minutes, mais de ne pas concrétiser les actions. Ça a été le cas contre Marseille il y a quelques semaines. Paris a archi dominé, on devait mener peut-être 3-4-0. Mais voilà, il va falloir que Paris se mette vite en sécurité, mais normalement, je pense que la victoire sera plus que un pronostic pour terminer, Mickaël ? On va dire une victoire 3-0. 3-0, messieurs, José, Mathieu, Alexis. Moi demain, je suis évidemment pas trop inquiet pour le PSG, mais j'avoue que je suis très excité par l'autre affiche du groupe, Benfica Juve. Alors, restons sur ce match-là. Un score. 3-0 aussi. Allez, un 3-0. José. Je vais dire un petit 2-0. 2-0, Mathieu. Et moi, je me suis réveillé en ayant une vision. C'est un but de Franz Pirot, l'ancien Guingampais. Donc j'espère qu'il ne sera pas blessé. Mais donc je pense que ça va faire 2-1 ou 3-1. 2-1 ou 3-1. Et il y a un ancien Parisien aussi en face. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous. Et bon match demain. Merci à vous. Merci. Messieurs, il est l'heure de jouer dans Classico. De retour en Ligue 1, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a remporté ce week-end sa première victoire sur le banc lyonnais. C'était à Montpellier, l'occasion de tester vos connaissances avec une interview. Président, première question, messieurs. Alors, il faut que je prenne ma fiche pour noter les résultats. Quel entraîneur a fait débuter, en tant que joueur bien sûr, Laurent Blanc à Montpellier? Il était à l'époque en 2e division. Robert Nouzaret. C'est bon. Premier point pour Alexis. Attention, Alexis a quelques connaissances qui peuvent faire mal. Super coach. En Laurent Blanc. Il remporte le championnat d'Europe Espoir en 1988. En finale face à la Grèce, un défenseur marquera un but en finale. Qui est-ce? Sosé. Sosé met un doublé, mais il joue milieu. Sylvestre. Donc c'est faux. Sylvestre. Merci pour Franck Sylvestre. Sylvestre. Et le capitaine, c'était Jean-Luc Buzine, l'autre défenseur central. José, donc un partout. José 0 pour l'instant. Bon. À Naples, je t'en donne un. Et ça c'est pour Mathieu peut-être. À Naples, pourquoi Laurent Blanc n'a jamais joué avec Maradona? Et il est arrivé après. Non. Il était suspendu, non? Je pense pour dopage, quoi. C'était pas Séville qui était point. suspendu? Il était suspendu. Maradona était suspendu. En 95, après Nîmes et Saint-Etienne, il retrouve la première division et rejoint la JOCR. Combien de saisons restera-t-il finalement en Bourgogne? Une seule. Une seule. Une et champion. Et champion Et doublé. Et doublé. Alors Coupe de France, combien de Coupes de France remportera-t-il en tant que joueur? 2. Qui a dit 2? Moi. Et c'est bon pour Alexis. Une à Montpellier, une à Auxerre. Ouais. Combien compte-t-il de sélections avec les Bleus? C'est dur ça. 74. 74 pour Mathieu à ma droite. 82 pour José à ma gauche. 82, on reste Amoros, ça avant le Alexis au centre. Je dirais 65. 97, donc c'est le point pour Mathieu. Non, non, c'est pour José. C'est José. Ah, José. Premier point pour José. 97 quand même. 97. Ouais. Combien de buts? 11. Pas mal. 16. 11. 21. Qui a dit 16? 16. Ça vaut 2 points. Et Mathieu prend la main avec 4 points. À l'Euro 96, il marque contre une sélection. Laquelle? Roumanie. La Roumanie. 96, ouais. Nous sommes en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Si, en Angleterre. Ça peut être drôle si on gagne 3 contre la Roumanie. Hein. Donc ça peut être la Roumanie. Il y a Dugarry qui marque aussi, je crois, dans ce match. De la tête. Ouais. Alors c'est au premier Roumanie, tour. ouais, c'est au premier tour. Est-ce que c'est au premier tour?
crois que c'est au premier tour. Ah ouais, c'est, C'est pas- après, c'est l'Ajax et après, c'est les quarts demi. Ah, Donc, Ah ouais, c'est au c'est premier les tour. quarts, Et je après, veux c'est la dire, République tchèque. République Donc, tchèque, c'est au premier tour. C'est pas la Roumanie, c'est la demi-finaliste Bulgarie. à la Coupe du Monde précédente, la Bulgarie, un point pour José, qui revient à 2 à l'OM. Laurent Blanc signe à l'été 97. Il finit meilleur buteur du club avec combien de buts? 9. 9 pour 12, Mathieu. 12, 12. 11, ouais, j'ai 12 C'est- les deux. Bah, c'est J'ai 11. 12, j'ai 12, Donc c'est Mathieu qui met le point. C'est beau. Je crois que l'attaquant était à Marseille, était Camara, je crois à l'époque. Camara. C'était Camara, ouais. C'était Bekanovic était Camara, parti, ouais. Quel était son taux de pourcentage de victoire comme entraîneur des Girondins de Bordeaux avec à son compteur 156 matchs? 68. 68. 72. Précis. Hein. 72. Il a été champion à Bordeaux. Ouais, 72, c'est pas mal quand même. 150, oui, puis il a gagné, il a passé un tour en Ligue des Champions contre la Juve et Bayern. Hein. Donc je vais être entre les deux, je vais tenter un 70, 69. Combien, Mathieu? 68. 59, vous avez perdu tous les trois. Combien de sélections compte Laurent Blanc comme sélectionneur cette fois des Bleus qu'il rejoint en 2010 avec là aussi 59% de victoire? Bah, ça fait 2 ans. J'avais 31 matchs. 31. Ouais. José? 38. 38. 26. Oh, 27. Mathieu. C'est précis dans les Il chiffres. est en Hein. tête. Hein. Pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, en 2015, il bat le record du nombre de points engrangés en une saison, record que détenait jusque-là Lyon. Nombre de points, messieurs? 99. 99, 94. 94, 97. 97, 89. C'est perdu. C'est la dernière question. Elle compte presque pour du beurre. Elle compte pour du beurre. Son dernier club avant Lyon était Al Rayyan au Qatar. Il y restera 14 mois. Quel international français a joué sous ses ordres? Steven Nzonzi. Oh, Mathieu, Ah, Mathieu. fort. En forme. Mathieu est en forme. Fort, Attention. Victoire de Mathieu Péco pour ce premier quiz. On enchaîne avec de la géopolitique.